Madame, Monsieur, bonsoir. Diplomatie marocaine au menu de questions échos ce soir. Et cet ouvrage intitulé La politique africaine du Maroc, identité de rôle et projection de puissance, de son auteur Yousra Abourabi, paru aux éditions Bril. Un ouvrage qui joint rétrospective et vision du futur dans l'esprit des autres ouvrages de son auteur, ou comme le décrit le magazine français Le Point dans un article qui lui a été dédié donc à cet ouvrage, comment le Maroc est-il devenu une puissance africaine? Réponse donc ce soir en compagnie de Yousra Abourabi. Bienvenue à toutes et à tous. Mais avant de joindre notre invité par Skype, je vous laisse avec ce papier de Ala Abnani qui revient sur les principales décisions stratégiques de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour l'Afrique durant plus de 2 décennies. Il est beau le jour où l'on rentre chez soi, après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Après 32 ans d'absence, ce sont les premiers mots pleins d'émotion qu'a prononcé le roi Mohamed VI devant le sommet des chefs d'État de l'Union africaine le mardi 31 janvier 2017. Ce retour à la grande maison africaine n'a été que le prolongement d'une longue coopération sud-sud solidaire et win-win. Effectivement, le leadership du souverain en Afrique a toujours été montré comme exemple. Entre octobre 2016 et février 2017, le roi Mohamed VI a multiplié ses visites dans le continent. Au total, 12 capitales africaines. Objectif, renforcer les relations diplomatiques, économiques et sociales du Maroc avec le reste du continent. Au niveau économique, en 8 ans, les visites royales se sont soldées par la signature de pas moins de 1000 accords de coopération actés avec 28 pays africains. Mais voilà, le potentiel de coopération, notamment commerciale, est en deçà des attentes. D'après le Conseil économique, social et environnemental, la part des échanges du royaume avec le reste du continent ne dépasse pas les 4%. Mais la zone de libre-échange continentale africaine, l'AZLECAF, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021, devrait permettre de booster le commerce intra-africain. Les analystes tablent sur une augmentation de 25% à moyen terme pour atteindre 52% à long terme. Dès la levée des barrières douanières, les entreprises marocaines auront à terme accès à un marché de 1,2 milliard de personnes, représentant un PIB total de 2500 milliards de dollars. J'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Rabat Yousra Abourabi, professeur de sciences politiques à l'Université internationale de Rabat et auteur de l'ouvrage La politique africaine du Maroc, identité de rôle et projection de puissance. Bonsoir Yousra Abourabi. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être avec nous. Je rappellerai aussi que vous avez publié beaucoup de contributions sur le Maroc, bien sûr, et l'Afrique. Et vous êtes membre du cluster Affaires politiques du Conseil économique, social et culturel, ECOSOC, et de l'Union africaine, donc, et également membre du Conseil académique du Global Campus for Human Rights. Donc, on va parler de cet ouvrage. Parlez-nous d'abord de la couverture de votre ouvrage, une carte ancienne, arabe, de l'Afrique. Yousra Abourabi, pourquoi ce choix ? Exactement. Il s'agissait de rappeler, alors c'est vrai que l'ouvrage porte d'abord sur la politique africaine contemporaine du Maroc sous le règne du roi Mohamed VI, mais j'ai voulu marquer le fait que la connaissance de l'Afrique par les Marocains date depuis beaucoup plus longtemps que cela. Donc c'est pourquoi j'ai voulu montrer cette carte dessinée par un géographe marocain, Michel Boun, au cours du 19e siècle. Il y a des cartes beaucoup plus anciennes, bien sûr, mais ça montre que les chercheurs, les géographes, les universitaires marocains de façon générale s'intéressent, documentent, cartographient l'Afrique depuis plusieurs siècles. Donc c'était le message que j'ai voulu faire passer dans cette couverture. Parce que tout au long de votre livre, il y a souvent cette dualité entre le passé, le présent, mais surtout le passé et l'avenir. Passons à présent à la préface par Jean-Noël Ferrier, directeur de Sciences Po Rabat et du laboratoire d'études politiques et de sciences politiques à l'UIR, que je cite « Avoir une politique intérieure conforme à sa politique extérieure est un luxe rare ». Fin de citation. Pourquoi ?
Exactement, parce que l'une des choses que j'ai souhaité démontrer à travers cette politique africaine, c'est la pratique ce qu'on appelle un mix intérieur-extérieur. Dans lequel, en fait, le roi Mohamed VI applique à l'échelle de la politique étrangère son style à l'échelle de la politique interne. Donc, je donne quelques exemples. À l'échelle de la politique domestique, le roi a été plusieurs fois nommé comme étant roi des pauvres du fait de sa politique de proximité et de sa politique sociale, de son investissement personnel dans le social. Eh bien, à l'échelle de la politique étrangère, on observe que cette même pratique est reproduite. Donc, il y a une continuité dans le style entre la politique interne et la politique externe. Et de façon plus générale, dans plusieurs domaines de cette politique africaine, qui est une politique étrangère, reposent sur des transformations domestiques. On peut citer l'exemple de la politique migratoire qui, elle, repose sur la formulation d'une politique migratoire à l'échelle nationale depuis 2013 et qui permet de légitimer, de justifier, de s'inscrire dans cette continuité par rapport à la reconnaissance du Maroc comme champion de la migration à l'échelle de l'Union africaine. On peut donner d'autres exemples comme celui de la politique économique. Le Maroc, parce que ces entreprises aujourd'hui à l'échelle nationale ont pu développer de nombreux secteurs publics, notamment l'électrification rurale, et bien ces entreprises peuvent à présent vouloir s'étendre à l'extérieur et reproduisent donc à l'échelle extérieure les mêmes types de stratégies qu'elles ont à l'échelle intérieure. Donc il y a véritablement une formidable continuité et peu d'États peuvent le faire parce qu'il faut rappeler que le Maroc c'est quand même un État qui est encore en train de parfaire son propre développement. Vous avez parlé de continuité et je vous reprends dessus justement. Cette diplomatie marocaine s'inscrit clairement dans la continuité et dans le deuxième chapitre de votre ouvrage, il est question de déterminants historiques de l'orientation africaine de la diplomatie marocaine. Citez-nous quelques-uns de ces facteurs déterminants, Yousra Abourabi. Alors, il y en a effectivement plusieurs. L'un des premiers déterminants, je pense, c'est d'abord la continuité des échanges culturels et économiques. Les Marocains, et là je ne parle pas du Maroc, mais les Marocains entretiennent des relations séculaires avec d'autres populations d'Afrique de l'Ouest et sahélienne. Ces relations ont été documentées par des historiens à de nombreuses étapes de l'histoire. Et donc, le Maroc renoue avec ces échanges. Ces échanges ont donné lieu à des mixités humaines, à des familles mixtes. Et ces familles, aujourd'hui, reconnaissent leur filiation, qu'elles soient au Mali, en Mauritanie, au Sénégal, reconnaissent leur filiation avec des familles marocaines, de même qu'il existe aujourd'hui des familles marocaines qui reconnaissent avoir des ancêtres et une descendance qui vient du Mali, du Sénégal et d'autres pays. Donc ça, c'est une première donnée. Par ailleurs, à l'échelle politique, il est vrai qu'on considère, à juste titre d'ailleurs, que cette politique africaine actuelle est nouvelle, parce que sa stratégie est nouvelle, que ses objectifs sont nouveaux. Mais ce n'est pas la première fois que le Maroc est engagé politiquement, diplomatiquement, avec des pays africains. C'était le cas évidemment sous le règne du roi Hassan II, c'était le cas également sous le règne du défunt roi Mohamed V, mais c'était aussi le cas à l'époque des empires chérifiens antérieurs qui entretenaient des relations officielles diplomatiques avec des communautés, qu'elles soient transnationales ou des royaumes, des États principalement d'Afrique de l'Ouest et sahélienne. Yousra Abourabi, on parle de diplomatie bilatérale et de diplomatie multisectorielle. Quelle est la différence entre ces deux principes clés de la diplomatie marocaine, justement ? Oui. Alors, la diplomatie bilatérale, premièrement, elle a reposé sur l'implication personnelle du monarque dans cette politique africaine et notamment à travers la conduite des visites d'État. Et en l'espace de 15 à 20 années, le roi a conduit plus d'une quarantaine de visites d'État dans plusieurs pays africains. Ces visites ont permis en fait de faire rencontrer des délégations
publics et privés, c'est-à-dire des délégations ministérielles et des délégations d'acteurs privés, principalement des acteurs économiques, qui ont pu, à l'occasion de ces rencontres, qui étaient préparées à l'avance bien évidemment par les cabinets et par les ministères, eh bien, de conclure des accords de coopération. Alors pourquoi ces visites, elles ont été essentielles dans l'élaboration de cette coopération bilatérale et surtout eh bien, dans sa pérennisation? Eh bien, c'est d'abord en raison de la caution symbolique apportée par le monarque à l'échelle de ces États. Le chef d'État est là et donc ça montre qu'un accord qui est signé eh bien, devra nécessairement aboutir, devra nécessairement être soutenu, devra nécessairement être conduit. Donc ça apporte cette caution symbolique. Par ailleurs, parce que le roi a de nombreuses relations personnelles avec de nombreux chefs d'État africains, eh bien ça permet également de soutenir par ailleurs que du côté des partenaires du Maroc, de ses partenaires de coopération, il va y avoir le même engouement, la même volonté eh bien, de satisfaire ces objectifs et de poursuivre ces accords de coopération. Alors ça, ce sont des accords bilatéraux d'État à État. Et l'avantage de ces accords bilatéraux, c'est qu'ils ont pu permettre au Maroc, qui, rappelons-le encore une fois, je pense que je ne le rappellerai pas assez, c'est un État qui est encore en train d'accomplir son propre développement, elles lui ont permis en fait d'élaborer des accords à la mesure de ses moyens, à la mesure de ses ambitions, à la mesure également du degré d'entente partagé avec les États. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'un accord de coopération multilatérale, mais je reviendrai sur cet aspect tout à l'heure. Donc ça, c'est le principal avantage. Maintenant, la particularité de cette politique marocaine, c'est qu'elle était multisectorielle. Lorsque un État, à l'échelle internationale, nécessairement quand c'est un petit État, conduit des politiques bilatérales, la plupart du temps, il fait ce qu'on appelle des politiques de niche, c'est-à-dire qu'il se spécialise dans un domaine particulier, généralement pour que sa politique bilatérale soit à la mesure de ses moyens. Là, le Maroc, ce qui est particulier, c'est qu'il a véritablement développé une politique bilatérale, une diplomatie bilatérale multisectorielle, c'est-à-dire qu'elle s'est concentrée sur différents secteurs des politiques publiques. Et on retrouve là encore ce mix intérieur-extérieur, puisque la plupart des politiques publiques conduites par le Maroc font l'objet, d'une façon ou d'une autre, d'une diplomatie bilatérale. On peut parler de l'agriculture, de l'éducation, de la recherche, des industries évidemment, de la dimension humanitaire, on peut parler de la santé, de l'environnement et du climat, on peut parler de tous les domaines des politiques publiques et c'est pourquoi cette diplomatie multisectorielle. Et là encore, ce qui est remarquable, parce que c'est un cas d'étude formidable à analyser du point de vue universitaire déjà, c'est parce que c'est un pays qui, du fait de sa taille, du fait de l'accomplissement de son développement, on pourrait penser qu'il voudrait plutôt développer une diplomatie bilatérale assez réduite dans certains secteurs particuliers. Et là, non, il s'est véritablement lancé de façon très très ambitieuse dans tous ces secteurs à la fois. Alors au début, il est vrai que de nombreuses voix s'élevaient, se demandant si cette politique n'était pas trop ambitieuse par rapport aux moyens du Maroc, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que véritablement, il l'a conduite jusqu'au bout. Et aujourd'hui, tout le monde affirme qu'il s'agit bien là d'une politique bilatérale multisectorielle et qui est conduite simultanément dans tous ces champs. Très bien, mais alors, Yousra Abourabi, donc vous avez parlé de ces ambitions, de cette politique ambitieuse. Quel est le leitmotiv ou les leitmotivs derrière cette motivation-là ? Alors, il y en a plusieurs. La première, la plus évidente, c'est bien évidemment la reconnaissance du Sahara marocain. Il est évident que, de notre point de vue, les provinces du Sud sont marocaines. Malheureusement, de nombreux États peinent encore à voir cette légitimité. Et donc, à travers cette politique africaine du Maroc, eh bien, le Maroc a aussi pu et voulu montrer que le Sahara appartient au Maroc et que cette région, cette province plutôt, elle est légitime dans son intégrité territoriale. Maintenant, cette reconnaissance du Sahara, elle s'est faite de façon diplomatique par de nombreux pays africains,
d'abord à l'échelle bilatérale par la conclusion de ces accords de coopération, ensuite ces récentes années par l'ouverture d'un consulat et de plus en plus à l'échelle multilatérale par l'affirmation de cette intégrité territoriale. En termes de stratégie, ce qui est intéressant à voir, c'est que avant cette époque-là, donc on parle des 15-20 dernières années, le Maroc pratiquait ce qu'on peut appeler une forme de doctrine Hallstein. Donc ça, c'était une doctrine pratiquée par l'Allemagne à l'époque de la guerre froide, c'est-à-dire qu'il coupait systématiquement ses relations avec les États qui reconnaîtraient le Front Polisario comme un représentant légitime du peuple sahraoui. Et le Maroc a rompu totalement avec cette doctrine en ouvrant ses relations, en montrant que la défense de ses intérêts nationaux n'est pas incompatible avec l'expression d'une solidarité africaine, avec l'expression d'une volonté de coopération africaine. Et donc, à l'échelle bilatérale, le règne actuel marque la fin de cette doctrine et le passage à plusieurs autres stratégies. D'abord, la stratégie de la diplomatie des voix, c'est-à-dire qu'à l'échelle de l'ONU, chaque État égale une voix et donc chaque État compte. Même le plus petit État qui reconnaît, qui affirme officiellement, que ce soit à l'échelle discursive ou à l'échelle juridique, cette souveraineté marocaine, eh bien chaque État compte. On ne laisse aucun État de côté. Mais aussi, cette fin de cette doctrine, eh bien, elle a donné lieu aussi à une diplomatie beaucoup plus libérale qui repose sur l'ancien principe de Montesquieu selon lequel le commerce apporte la paix. Et donc l'idée actuelle, c'est de dire on ouvre nos relations économiques et par la force des choses, en collaborant régulièrement à l'échelle économique, en renforçant une forme d'interdépendance économique entre nous et les États africains, ces États-là verront d'eux-mêmes à quel point ces provinces font légitimement partie du territoire marocain. Donc ça, ce sont des stratégies qui sont nouvelles et qui ont apporté leurs fruits. Ça, c'est le premier leitmotiv, mais c'est pas nécessairement celui sur lequel qu'on devrait voir le plus. Il y en a d'autres. L'autre leitmotiv, c'est l'émergence économique par l'intégration. Le Maroc a accompli énormément de progrès en termes de développement économique. Il témoigne d'un taux de croissance continu d'environ 4% depuis les 15 à 20 dernières années. Les infrastructures se sont développées, de même que de nombreux indices de développement humain se sont également confortés. Et donc, c'est un petit peu l'heure pour le Maroc de renforcer son intégration avec les autres États, d'être reconnu dans cette émergence-là, mais aussi de participer à l'émergence des autres États africains. Donc l'émergence par l'intégration économique constitue le deuxième leitmotiv, et je dirais, pour ne pas être trop longue, désolée, j'ai le travers des universitaires, c'est l'affirmation d'une identité de rôle. Très bien. Alors justement, en parlant de rôle, est-ce que il y a cet aspect donc que vous venez de citer, ce deuxième leitmotiv par rapport à l'émergence économique, et là ça nous ramène à évoquer cette question de coopération sud-sud et de cette diplomatie non seulement économique mais surtout humanitaire. Quelle est la marque de fabrique de la politique africaine marocaine dans ce sens ? Alors, je dirais déjà, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, d'abord, la première marque de fabrique réside dans le style du monarque, c'est-à-dire ce mix interne-externe et cette reproduction à l'échelle de la politique étrangère, les efforts qui sont entrepris, l'investissement personnel qui est entrepris à l'échelle de la politique interne. Deuxièmement, ce qui la caractérise, c'est l'attention portée dans le cadre de la coopération sud-sud à l'aide humanitaire et plus spécifiquement à l'intégration de deux acteurs dans cette aide humanitaire, l'acteur militaire et l'Agence marocaine de coopération internationale, notamment à travers
les accords de coopération dans le champ culturel et universitaire. À l'échelle de l'acteur militaire, on peut observer la construction des hôpitaux de campagne, l'acheminement, toute la logistique de l'acheminement d'un certain nombre de produits, eh bien, sont faits avec le concours de l'armée. Et à l'échelle de l'AMC, donc de l'Agence marocaine de coopération internationale, eh bien, l'ensemble des accords de coopération qui vont permettre une meilleure rencontre des secteurs associatifs, de la société civile et des étudiants dans les pays africains avec le Maroc se font aussi avec le concours avec la mise en place de cette agence. Et ce qu'on peut observer plus récemment je n'en ai pas parlé dans le livre, c'est l'époque du Covid. C'est de voir à quel point, en fait, à une période où tous les États avaient fermé leurs frontières, où tout le monde était replié, tous les États étaient repliés sur eux-mêmes, à quel point le Maroc a tenu à cette continuité dans sa diplomatie humanitaire en envoyant, je pense pas me tromper, en disant près de 15 convois humanitaires dans le cadre de cette mission Covid. Alors même que voilà, c'était une période où les États avaient plutôt tendance à se replier sur leurs propres objectifs de développement. Donc je dirais que la marque de fabrique réside là-dedans. Oui. Et aussi peut-être, si je peux me permettre de rajouter une autre chose, on a beaucoup parlé de diplomatie bilatérale tout à l'heure, mais il y a aussi la diplomatie trilatérale. Et la diplomatie trilatérale ou triangulaire, si vous voulez, c'est une diplomatie au sein de laquelle vous avez un État pivot, un État qui reçoit l'aide et un État qui donne l'aide. Et le Maroc, de plus en plus, se place dans cette position d'État pivot de par sa capacité à attirer et à être attractif par rapport aux aides internationales et par rapport aux investissements directs, et ensuite à les reconvertir dans des projets de développement qu'il va ensuite ventiler dans des pays africains avec lesquels il coopère pour appuyer justement sa politique humanitaire à l'échelle bilatérale. Donc il faut cette politique triangulaire, elle est aussi importante à mentionner et à analyser. Très bien. Et il faudrait concrétiser, n'est-ce pas, les gains qui ont été, qui ne sont pas approuvés d'ailleurs dans le cadre de cette diplomatie. Est-ce qu'aujourd'hui, cette question d'intégration régionale et de cette question de ZLECAf porte davantage le secteur privé comme acteur majeur pour la concrétisation de ces gains? Alors, oui. De plusieurs façons, elle le peut. Elle ne le fait pas encore, puisqu'on en est encore au début. L'application, c'est-à-dire l'ouverture, a commencé de façon effective en janvier, donc il y a moins de 3 mois. Mais oui, pour 2 raisons principales. D'abord, du côté de la diplomatie économique du Maroc, il convient de souligner que le Maroc, du fait de ses grandes entreprises nationales et privées, aujourd'hui est devenu premier investisseur africain dans la région d'Afrique de l'Ouest, deuxième investisseur africain en Afrique. Et cette diplomatie économique est elle-même multisectorielle, puisqu'elle porte sur les infrastructures, la gestion de l'électricité, en matière d'agriculture, les finances, les banques, les télécommunications. Il y a énormément de secteurs possibles, donc il y a énormément de potentiel. De fait. Et la CGEM agit de façon étroite, en collaboration étroite avec la diplomatie, justement pour pousser les entreprises marocaines, et pas seulement maintenant les grandes entreprises, mais aussi les petites et moyennes entreprises, eh bien, à accompagner cet élan économique marocain vers l'Afrique. Mais effectivement, ces petites et moyennes entreprises vont se heurter d'abord parfois à la méconnaissance du terrain. C'est peut-être nouveau pour beaucoup de personnes, mais en même temps, il y a un cadre étatique qui va pousser vers cela. Et la ZLECA permet justement cette opportunité de connaissance, puisqu'à travers la libéralisation des échanges et j'espère aussi la libéralisation des frontières, elles vont permettre de faire rencontrer davantage les secteurs privés. Déjà, il y a énormément de sommets et de conférences qui sont organisées soit par les autorités publiques, soit par les autorités privées. Donc ça représente une opportunité. Cela dit, je pense qu'il faut faire très attention dans le cadre de la ZLECA, à 2 aspects. D'abord, de ne pas se lancer dans un néolibéralisme qui ne prend pas en compte les petits acteurs.
c'est-à-dire que de se lancer dans une libéralisation massive qui ne prend pas en compte les petites moyennes entreprises, mais aussi les entrepreneurs privés transfrontaliers. Et donc, cela suggère aussi de penser à la mobilité humaine, à la migration, à la mobilité humaine, et à permettre à des personnes qui ne peuvent pas avoir un visa, un passeport aussi facilement, qui n'ont pas les moyens, de pouvoir également participer à ce commerce. Et le deuxième aspect important auquel il faudra faire très attention, c'est la prise en compte des objectifs de développement durable. Il ne faudra pas que cette libéralisation privilégie un écart des richesses ou une concentration sur la vente des matières premières au profit des petits produits manufacturés, ou encore l'oubli des objectifs de développement durable et de l'environnement et de la défense, de la lutte contre le réchauffement climatique. Et de la jeunesse. Et de la jeunesse, dernière question. Justement, quel est le rôle de la jeunesse et quel est le rôle des femmes dans cette diplomatie, justement, multisectorielle, bilatérale, trilatérale du Maroc en Afrique? Rapidement, Yousra Abourabi, pour terminer cette entrevue. Alors, très rapidement, je pense que les femmes doivent et peuvent s'investir davantage dans la diplomatie. Elles le font déjà. Dans les entreprises, elles le font déjà. Je pense qu'elles ont un rôle et qu'elles doivent participer davantage à la prise de décision, et notamment en ce qui concerne les régions rurales, à l'agriculture et à l'agriculture durable, et notamment à l'agroécologie. Il y a énormément d'initiatives qui sont faites par des femmes. Concernant les jeunes, écoutez, moi, je défends énormément l'instauration d'une sorte d'Erasmus Afrique. On ne l'a pas encore malheureusement, mais peut-être que le Maroc, du fait de sa politique migratoire et du fait de son investissement en Afrique, peut peut-être participer à la formulation d'une feuille de route dans ce sens-là, parce que ce n'est qu'à travers la rencontre des jeunes entre eux qu'ils pourront penser à des projets d'intégration commune, et pas qu'à l'échelle économique, mais aussi dans tous les autres domaines. Absolument. On va terminer sur ce message clair et orienté vers l'avenir et pour la jeunesse africaine. Merci beaucoup, Yousra Abourabi, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne suite des programmes.